moins de 10% sur les ménagères de moins de 50 ans à l'année. Oui, c'est vrai. Je vais vous citer d'autres chiffres, parce que je trouve que, comme je savais que vous allez vous voir, je me suis dit, je vais prendre un petit dossier. Je savais que vous alliez préparer. Voilà. Novembre 2006, TF1 fait 30,2 de part de marché. Novembre 2007, ils font 29,3. Médiamétrie, 4+, etc. Donc ils perdent 0,9 points. Oui. Pas bien. Novembre 2006, France 2 fait 19,5 de part de marché. Novembre 2007, 17,8. Oui. Moins 1,7 points. Très mauvais. Vous me dites, mais France 3 va sans doute mieux résister. Novembre 2006, France 3 fait 14,7. Novembre 2007, 13,7. Donc là où TF1 perd 0,9, France 3 perd 1 avec une audience largement moins et France 2 perd 1,7. Ne me dites pas que vous avez réglé, en tout cas partiellement, vos problèmes d'audience. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on avait réglé nos problèmes d'audience. Il faut être lucide. Toutes les audiences des grandes chaînes généralistes hertziennes baissent. Personne ne dit le contraire. Vous perdez plus que les autres. Et je suis certain qu'ils auront apprécié chez nos concurrents de vous voir un avocat aussi fidèle de la part de marché qui baisse chez eux par rapport à chez nous. Mais en tout état de cause, quand nous, il y a un truc que vous n'avez pas précisé dans votre analyse, qui est juste, et vos chiffres sont exacts, c'est qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre, toutes les chaînes du groupe France Télévisions progressent. Octobre 2007, novembre 2007, TF1 et M6 baissent. Alors en octobre ça 2007, aussi, ça mérite d'être souligné. Alors, on va pas faire une guerre des chiffres en même temps. temps. Non, mais j'illustrais, il a raison. Mais, sur un mois. Là où Jérôme on Béglé, ramène pas 12 mois à un mois. Non mais Jérôme, là où vous avez raison, c'est quand vous dites que toutes les audiences baissent, on ne va absolument pas nier une évidence. Mais après, le but du jeu, c'est de savoir comment on réagit. Pourquoi une chaîne comme Direct 8, pourquoi les chaînes de la TNT et du câble et du satellite montent ? Parce que l'audience des chaînes généralistes baisse. Ben oui, mais bien sûr. Au-delà de ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, pour appeler un chat, que le pouvoir en place, qui est ouvertement hostile à votre président et qui lui refuse absolument tout, l'augmentation de la publicité, la redevance, qui lui refuse absolument tout, qui a décidé de le plomber parce qu'il a peut-être pas encore très bien intégré que France Télévisions n'était pas l'ensemble du service public, parce que ça plombe aussi Radio France et RT. Faut en parler. Comment vous arrivez dans vos projets, dans vos conciliabules, dans vos réunions, à manœuvrer avec ça, parce que vous n'allez pas me dire que vous ne prenez pas ce paramètre en considération. On a un actionnaire. Notre actionnaire, c'est l'État. Et donc l'État... L'actionnaire en chef déteste votre président. Non, mais ça, c'est ce que les journalistes disent. Moi, je pense qu'il le dit aussi. Non, il ne le dit pas du tout. Non, jusqu'à ce qu'il reçoive une note leur demandant de la boucler, les conseillers de l'Élysée le disaient aussi. Vous êtes extrêmement bien informé, beaucoup plus que moi, donc je ne peux plus croire vos informations. Il y a un problème de capitalisation et de financement du service public. Alors, on va parler de choses. Qui n'est pas propre d'ailleurs à votre ère. Première question, est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on va citer les noms, est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy déteste Patrick de Carolis et attend son départ ? Je pense que c'est faux et je pense qu'il ne souhaite pas du tout son départ. Et ils ont eu l'occasion de le repréciser. La ministre de la Culture a dit Patrick de Carolis est là pour finir son mandat. Lui, il a dit j'irai jusqu'au bout de mon mandat. Qui sait, pourquoi pas en faire un deuxième pour faire plaisir à Jérôme Béglé. Donc, on va faire mentir le livre de Jean-Marc Morandini. Vous y croyez sincèrement à ça ou c'est ce soir-là j'ai pour habitude de dire ce que je pense et je le dis encore ce soir. Je pense que tout ça est de l'ordre du fantasme. Et en la matière, j'invite tout le monde à se calmer. Nous, on a un actionnaire. Il ne vous a pas échappé que cet actionnaire, il y a eu un changement au mois de mai, on avait signé un contrat d'objectifs et de moyens qui nous donne justement notre financement jusqu'en 2010. On l'avait signé avec le gouvernement précédent. Le gouvernement suivant arrive avec un nouveau président de la République. Il l'a promulgué. Non, Simon. Non, mais d'accord, peut-être pour vos sénateurs, mais le gouvernement a promulgué. Non, mais attendez. Peut-être que vous avez eu un mauvais passage au Sénat, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre contrat d'objectifs et de moyens qui nous donne l'argent nécessaire pour faire tourner ce groupe, comme l'a rappelé Jérôme Béglé, le gouvernement suivant l'a promulgué. Il avait tous les moyens, s'il avait vraiment été dans l'état d'esprit que vous venez de décrire, de dire ce contrat d'objectifs et de moyens ne nous engage pas, on le change. On l'a maintenu et pour la première fois, pendant 5 ans, France Télévisions a plus de 3% de ressources supplémentaires par an, ce qui est quand même du jamais vu dans l'histoire de ce groupe. Mais France Télé n'a pas eu d'augmentation de la redevance, ni de coupure publicitaire supplémentaire, comme Patrick de Carolis le souhaitait. Tandis que Public Sénat et la chaîne parlementaire passent à 28 millions annuels. Oui, mais ce n'est pas le même mode de financement. Nous, on est financé par la redevance. Oui, mais si on parle de pourcentage... Sénat et Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui payent. Première chose. Deuxième chose... On vous refuse l'augmentation de la redevance. Oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi on nous refuse l'augmentation de la redevance ? Parce qu'il ne vous a pas échappé aussi qu'en ce moment, et depuis, c'est pas récent, depuis le mois de juin et même depuis le début de l'année, il y a une thématique sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous croyez que n'importe quel gouvernement, aujourd'hui, prendrait le risque de dire, bon,
il y a un problème de pouvoir d'achat, tout le monde en parle, on va augmenter la redevance de 10 €. Et en même temps, le gouvernement prend le risque de faire payer la redevance aux personnes âgées, aux personnes qui ont moins d'argent. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite avec ce reportage. Pour nous, ça ne change rien. Oui, vous allez gagner 60 millions d'euros de plus. Je vous expliquerai pourquoi. Alors d'abord, comment ça se passe? Extrait d'un reportage diffusé par nos confrères de Canal+. A priori, la droite ne reviendra pas sur cette économie évaluée entre 50 et 100 millions d'euros. La présidence du groupe UMP a simplement prévu de rendre la mesure moins brutale. En 2008, 800 000 personnes ne paieraient que la moitié de la redevance audiovisuelle, mais cela n'est valable qu'une année. Quand il y a une réforme, il y a des exonérations qui peuvent bouger. Quand on est exonéré d'un impôt, on ne l'est pas nécessairement pour la vie. Au sein même de la majorité, on se rebiffe contre une mesure qui s'accorde mal à la volonté d'améliorer le pouvoir d'achat. Un amendement visant à maintenir l'exonération de redevances a été signé par plus de 70 députés. La gauche se mobilisera aussi en ce sens. Franchement, fichons la paix aux personnes âgées sur la redevance de la télévision. Enfin, c'est minable en vérité. Donc si maintenant on mégote pour 800 000 personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'elles ont une retraite parfois de 600 ou 700 €, voire 800 € par mois, je trouve que là, vraiment, ça devient scandaleux. L'Assemblée va étudier la question de la redevance d'ici la fin de la semaine. Le texte doit être définitivement adopté avant Noël. Voilà donc pour cette redevance que vont désormais payer les foyers démunis, âgés. Bastien Millot, là-dessus, vous êtes forcément mal à l'aise. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. C'est une décision qui n'est pas de notre fait, c'est une décision gouvernementale. Donc, elle a été votée il y a plusieurs années, elle s'applique aujourd'hui. Ce que je voudrais préciser, parce qu'on entend souvent aussi beaucoup de choses inexactes là-dessus, c'est que nous, les exonérations de redevances, le fait d'enlever des exonérations de redevances, ça ne nous rapporte pas 1 € de plus, parce que l'État nous compense les exonérations. Donc, s'il enlève des exonérations aux gens, ça ne change rien, au final, pour la dotation de France Télévisions. Donc cet argent, finalement, c'est l'État qui aura moins à mettre pour compenser les exonérations. C'est à l'avance et la redevance vient, ou non, d'ailleurs, payer à l'État la redevance, la dotation qui est fixée. L'État s'engage chaque année sur un montant qu'il donne à France Télévisions. Après, il a la recette de redevance. S'il y a un delta à combler, il le comble. Voilà. En tout cas, c'est plutôt maladroit comme décision en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Autre sujet, le Calimat qui a été lancé par France Télévisions, qui fait beaucoup sourire Jérôme Begley. À quoi ça sert le Calimat, Laurent Allen-Caron? Ne pas dire Calimat, c'est très important. L'outil mis en place par France Télé, qui consiste à mesurer le taux de satisfaction de ses téléspectateurs sur les programmes, ne s'appelle pas un Calimat, mais un baromètre qualitatif. Parce que Calimat, ça fait trop penser à Audimat, et que le baromètre qualitatif, c'est pile poil l'inverse. Ça sert à dire que France 2, France 3 et France 5, ça marche, qu'il a plein d'émissions de très très bonne qualité, malgré des audiences qui baissent parfois. Alors évidemment, quand on fait un baromètre qualitatif, il est très important de ne pas communiquer les mauvais résultats, voire les résultats négatifs, peut-être y en a-t-il eu. On n'en sait rien puisque seules les émissions ayant reçu une note supérieure à 7 sur 10 sont communiquées. 7 sur 10, l'équivalent d'une mention bien, avertit la chaîne, un peu comme à l'école. Que des bons élèves donc, sauf que personne n'obtient 10 sur 10 parmi toutes les notes attribuées par les 10 000 internautes représentatifs de la population française. La meilleure note c'est 8,9 et c'est France 5 qui l'obtient avec la case documentaire bien connue de 16h. Sur France 2, la première place revient au théâtre, 8,6. C'est la note obtenue par Faisons un rêve, avec un public très concentré apparemment puisque la qualité d'écoute est de 91,9%. Parmi les autres émissions qui cartonnent en qualité, il y a un peu de tout, du Cold Case, du Christophe Ondelat, du France Gall. T'en es très très bien sorti, je trouve. Du Jean-Luc Delarue et même du Patrick Sébastien. 8,1 pour Le Bateau Livre sur France 5 et pour Esprit Libre sur France 2. 8,2 pour Ce soir ou jamais et un petit 7,7 pour Vie privée, vie publique. Pauvre Karine Le Marchand, son émission Les Tabous 2 ne marche ni en audience ni en baromètre qualitatif puisqu'elle se place dans les dernières avec une note de 7,2 même si on reste dans la qualité. Mais la pire note de ce top qualité est une vraie surprise puisque c'est Michel Drucker qui l'obtient avec tenue de soirée à Nantes. Bonsoir Anne de France, nous sommes dans un endroit mythique, la cour du château des Ducs de Bretagne. Que s'est-il passé le 24 novembre dernier? Michel Drucker obtient la note de 7,0 très précisément et une qualité d'écoute de 71,5%, la plus basse du classement. Bon, on résume ce que nous dit le baromètre qualitatif. On adore le théâtre, les documentaires et la fiction, on aime aussi la variété, le divertissement, les séries, les magazines et on écoute moins Drucker le mardi que le dimanche. Vivement le prochain baromètre en janvier.